Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéoconférence géopolitique sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'Afghanistan. Cela fait 40 ans que le pays est en guerre. Après la chute de Kaboul, comment expliquer le départ des Américains en dépit des milliards dépensés par une occupation militaire qui aura duré 20 ans? Quel scénario pour la suite des opérations et des conséquences géopolitiques? Mais avant de rentrer dans les détails, arrêtons-nous quelques instants sur l'histoire de ce pays. L'Afghanistan, pays d'Asie centrale, sa capitale est Kaboul. Pays peuplé de plus de 37 millions d'habitants pour une superficie de plus de 650 000 km². La plupart des habitants vivent à l'est, autour de la capitale, et en minorité au nord et à l'ouest du pays. La quasi-totalité de la population est musulmane avec 80% de sunnites et 20% de chiites. Pays multiethnique, l'ethnie majoritaire qui a fondé l'Afghanistan actuel est celle des Pashtuns. Mais l'on retrouve également des Turkmènes, des Hazaras ou des Tadjiks. Au niveau de sa géographie, c'est un pays très sec, montagneux et sans accès à la mer. De grandes parties du pays sont arides et l'eau potable y est limitée. Ses pays voisins sont l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Chine et le Pakistan. Ce dernier joue un rôle important dans les conflits afghans. Ancien carrefour de l'Asie, ce pays constituait, à l'époque de l'Antiquité, un point de passage important et stratégique pour la route de la soie et pour les anciens conquérants qui souhaitaient prendre le contrôle de l'Inde comme Alexandre le Grand. Cette région est aussi le noyau de vastes empires comme l'Empire bactrien, l'Empire Kouran ou encore l'Empire ghaznévide. L'expansion de l'islam y a commencé dès la fin du XVIe siècle. C'est à la suite de l'effondrement du royaume perse afsharide que l'Afghanistan devient une entité souveraine en 1747. Lors de la deuxième guerre anglo-afghane, les Britanniques privent l'Afghanistan de certains territoires sans pour autant s'immiscer dans les affaires intérieures. Le pays devient ainsi un État tampon de 1879 à 1919, demeurant indépendant sur le plan de la politique intérieure. 1919, les Britanniques perdent la troisième guerre anglo-afghane, le pays reprend le contrôle de sa politique étrangère avec le traité de Rawalpindi, lieu de la défaite des armées britanniques. 1926, le royaume d'Afghanistan est proclamé, succédant à l'émirat d'Afghanistan à la suite de l'accession au trône d'Amanullah Khan et la proclamation du royaume 7 ans après sa prise de pouvoir. À partir de la fin des années 1970, l'Afghanistan connaît plusieurs décennies de guerre ininterrompues qui causent la mort d'au moins plusieurs centaines de milliers de personnes. Le royaume d'Afghanistan sera renversé par un coup d'État mené par Mohammed Daoud Khan en 1973. La République d'Afghanistan est alors née. En 1979, les troupes soviétiques interviennent militairement en Afghanistan dans un contexte de guerre froide et assassinent le président Hafizullah Amin. Une longue guerre oppose ensuite les soviétiques et les forces communistes afghanes aux Moudjahidines. Les forces soviétiques se retirent du pays en 1989 et le gouvernement communiste de Mohammad Najibullah est renversé en 1992. L'État islamique d'Afghanistan est alors instauré, mais une nouvelle guerre civile oppose rapidement les différentes factions moudjahidines. Le mouvement taliban émerge en 1994 sous la direction du Mollah et profite de ces divisions pour prendre le pouvoir à Kaboul en 1996. Une partie du territoire demeure cependant sous le contrôle des moudjahidines de l'Alliance du Nord, qui poursuivent la lutte contre les talibans. 11 septembre 2001, 4 attentats suicides islamistes perpétrés le même jour aux États-Unis d'Amérique, provoquant la mort de près de 3000 personnes dans le centre de Manhattan à New York, à Arlington et à Shanksville en Pennsylvanie. Osama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda qui a trouvé refuge en Afghanistan, est considéré comme le principal responsable des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone. Fin 2001, en raison du refus de livrer le chef d'Al-Qaïda, Osama Ben Laden, les États-Unis d'Amérique déclenchent une nouvelle guerre d'Afghanistan. Avec l'aide des forces terrestres de l'Alliance du Nord et un soutien aérien des forces de l'OTAN, ils renversent en quelques mois le régime taliban. Cependant, les talibans poursuivront une longue guérilla que les forces du gouvernement afghan ne parviendront pas à réduire. Poursuivant le mouvement initié par le président Donald Trump, Joe Biden annonce en avril 2021 le retrait total des troupes américaines engagées dans la guerre d'Afghanistan d'ici au 31 août 2021. Les talibans profitent de cette décision pour lancer une offensive de grande envergure face à une armée afghane très fragilisée. Le gouvernement que les États-Unis d'Amérique soutenaient militairement s'effondre. Le 15 août 2021, les talibans reprennent le pouvoir à Kaboul, 20 ans après en avoir été chassés. Alors pourquoi l'Afghanistan subit depuis des décennies, voire des siècles, des guerres successives? Quelles en sont les raisons principales, mais aussi quelles sont les similitudes et différences entre les opérations de l'OTAN 2001-2021 et celles de l'armée soviétique 1979-1988? Pour en parler, nous avons invité le docteur Saber Azam.
Originaire d'Afghanistan, Saber Azam a quitté Kaboul à l'âge de 22 ans pour la Suisse afin d'étudier à l'école polytechnique fédérale de Lausanne où il a obtenu un diplôme en génie mécanique et un doctorat dans le domaine de la technologie nucléaire avancée. Après l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique en 1979, il s'est transformé en défenseur de la mobilisation en faveur de la résistance afghane, des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays tout en poursuivant ses études. Il a présidé le comité afghan d'aide humanitaire à Genève et a engagé des discussions avec les capitales occidentales sur la situation critique du peuple afghan sous l'occupation de l'armée rouge ainsi que sur les scénarios post-soviétiques. Il a également encouragé la participation des secteurs publics et privés suisses à la reconstruction des pays déchirés par la guerre. En 1994, il a rejoint le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et a travaillé en Côte d'Ivoire et au Kenya avant de devenir l'envoyé spécial adjoint de cet organisme mondial pour l'Europe du Sud-Est. En 2001, il est passé au département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et a assumé des fonctions de haut niveau au sein du bureau du représentant spécial du secrétaire général pour le Kosovo. En 2006, il est revenu au HCR et a occupé les fonctions de représentant de l'organisation en Côte d'Ivoire, au Bangladesh et au Rwanda, ainsi que celles de représentant régional et de coordinateur pour l'Asie centrale. Ces missions lui ont permis d'acquérir une connaissance approfondie des affaires mondiales, en particulier de l'Asie du Sud-Ouest et centrale, des Balkans, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, de la situation des Rohingyas et de la région des Grands Lacs en Afrique. Notre deuxième invité sera le docteur Alexandre Vautravers. Alexandre Vautravers est docteur en histoire et en sciences économiques. Ses domaines de recherche et de publication sont les relations internationales et les questions de sécurité, l'évolution des conflits armés, l'évolution de la technologie et l'industrie d'armement ainsi que les questions humanitaires. Alexandre Vautravers a enseigné les relations internationales dans plusieurs universités à Accra, Beijing, Londres, Oxford ou encore Téhéran. Alexandre Vautravers est également directeur scientifique du Centre d'histoire et de prospective militaire à Puy. Depuis 2020, il participe régulièrement aux activités du Forum Venoge en qualité d'expert en questions de sécurité internationale et historien. Alors quels enjeux majeurs vont faire face ces prochains jours voire semaines l'UNHCR et la communauté internationale et quel avenir pour l'Afghanistan? Sans plus attendre, je vous propose que l'on en parle maintenant. Bonsoir messieurs, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons passer à peu près 1h30 ensemble pour parler du passé et du futur de ce pays d'Asie centrale, tombé dans les mains des talibans il y a de ça quelques jours. Alors justement, docteur Alexandre Vautravers, comme on a pu le voir en introduction de la vidéo, l'Afghanistan a toujours été un pays dans son histoire très mouvementée et qui n'a, pour ainsi dire, jamais connu la paix. Alors oui, c'est un pays en fait qui est chanceux par son emplacement géographique et qui a aussi souffert énormément de sa géographie, en fait à la confluence, au carrefour des intérêts des grandes puissances. Donc vous pouvez lire pratiquement n'importe quel ouvrage de géopolitique et vous allez toujours voir que au travers du territoire actuel de l'Afghanistan, vous allez avoir des lignes de phase et ces lignes de phase ont quelque peu évolué, mais tantôt c'est la Russie, tantôt c'est la Grande-Bretagne, tantôt c'est les empires du Moyen-Orient avant ces grandes puissances-là et plus récemment les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. On voit qu'il y a eu ce carrefour et ces influences, ces forces, ces influences qui se sont déroulées là de manière presque historique et traditionnelle. D'un autre côté, comme d'autres régions du monde, c'est un lieu, c'est un carrefour extrêmement riche. C'est le contact des nombreuses cultures du Nord, de l'Est, de l'Occident. On parle beaucoup de la route de la soie, où on revient aujourd'hui à ces discussions autour de la route de la soie. Donc, vous voyez que ce n'est pas uniquement des relations ou des oppositions, des antagonismes nord-sud, mais le domaine est-ouest est aussi très important vis-à-vis de l'Afghanistan. Et puis, on peut dire qu'avec cette richesse de culture, eh bien sûr, dans tous les pays riches et multiculturels, eh bien, il y a eu des transitions parfois abruptes et parfois influencées ou dictées par des agents extérieurs. Donc, pour ce qui est de l'histoire récente de l'Afghanistan, c'est quand même une monarchie qui est devenue une république. La république a été, on va le dire rapidement, quelque peu confisquée et bien sûr appuyée par un certain nombre d'acteurs
extérieure du bloc de l'Est, enfin de l'Union soviétique. Et c'est cette influence, cette proximité avec le bloc de l'Est qui explique la période de l'invasion ou de la présence soviétique, qui a ensuite donné lieu à une querelle généralisée et une guerre civile pendant pratiquement une décennie. Et puis ensuite, bien sûr, à partir de cette zone de non-droit, de ce chaos sont arrivées les opérations militaires des États-Unis et puis ensuite de l'OTAN. Donc, effectivement, si on regarde les 30 ou les 50 dernières années, on se rend compte de cette richesse et en même temps de cette malédiction de l'emplacement géographique au confluent de ces différentes influences. Docteur Saber Azam, vous avez vécu toute votre enfance et votre jeunesse dans le milieu des troubles politiques en Afghanistan, qui ont façonné l'histoire future du pays. Quels sont les événements qui pourraient être considérés comme le début de la tragédie afghane actuelle? Eh bien, écoutez, comme vous savez, et M. Vautravers a mentionné, l'Afghanistan est un pays qui est affecté par des guerres depuis sa création en 1747. Même si le nom Afghanistan est utilisé presque un siècle plus tard. Une simple étude, d'ailleurs, je me suis intéressé à faire quelques calculs. De 1747 à nos jours, plus de 40 chefs d'État se sont succédés en Afghanistan. Seuls 3 ne sont pas assassinés, déposés ou chassés à l'exil. Donc, imaginez-vous, seulement 3 parmi plus de 40 ont terminé leur mandat comme il le faut. Donc, ceci explique que la passation de pouvoir en Afghanistan a été toujours sanglante et accompagnée par la violence. Malgré tout, le pays a connu une période de calme et de stabilité relative entre 1933 et 1973. Le progrès était lent, mais réel. Ce qui a causé le cataclysme actuel, à mon avis, est le coup d'État militaire d'avril 1973, lorsque le prince Daoud a détrôné son cousin, le roi Zahir Shah, avec l'aide des officiers formés en Union soviétique, pour se fabriquer une république. Franchement, une république que ni la population a compris, ni la population voulait. Alors, donc, en faisant ça, il a commis 2 erreurs fondamentales. D'abord, après 40 ans de tranquillité, il a introduit la prise de pouvoir par la force armée. Donc, il l'a réintroduit. Et deuxièmement, il a conduit les putschistes dans des positions clés de l'État. Et ces putschistes étaient des communistes formés en Union soviétique. Donc, les mêmes officiers ont conduit un autre coup d'État en juillet 1978, mais cette fois-ci contre Daoud lui-même, l'assassinant avec toute sa famille pour instaurer un régime communiste. Alors, depuis, nous connaissons, et M. Vautravers a un petit peu mentionné, les cycles de violence ne cessent de devenir plus conséquents et plus compliqués. Les communistes se sont entretués, les soviétiques ont été battus, les moudjahidines se sont déchirés, les talibans version 1 ont massacré le pays entier, et maintenant l'OTAN plie bagage. Donc, vous voyez, c'est vraiment le déclencheur de l'état actuel, de la violence actuelle. À mon avis, c'est le coup d'État d'avril 1973. Et pourquoi l'Afghanistan subit depuis des décennies des guerres successives? Quelles en sont les raisons vraiment principales? Écoutez, je pense que chacun aura ses propres analyses. Mais pour moi, il y a des raisons internes, il y a des raisons régionales, il y a des raisons internationales. Je vais juste m'attarder sur les principales raisons. D'abord, sur le plan interne, l'Afghanistan est certes un pays avec des frontières définies, mais les Afghans n'ont jamais constitué une nation. Les structures sociales sont de type tribal et presque bédouin. Où chacun fait ses efforts, d'abord pour sa famille,
ensuite pour son clan, et après pour son tribu. Et si jamais il a le temps ou si jamais il a encore quelques énergies, peut-être il va s'occuper de certaines affaires de l'État. Et les dirigeants afghans n'ont jamais franchement cultivé l'esprit d'un État-nation. Karzai et Rani avaient vraiment une chance en or, mais ils ont malheureusement opté pour une tradition ancestrale. Ils ont préféré la domination de leur groupe ethnique plutôt que de servir le peuple entier. Donc, de ce fait-là, à l'intérieur, il y a des groupes ethniques qui se sont puissants parce qu'ils ont régné depuis 270 ans, et il y a d'autres groupes ethniques qui s'estiment pénalisés et qui s'estiment victimes de la violence. Donc, comme ça, vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur du pays, déjà, il y a des ingrédients de conflit. Alors, deuxième chose, c'est qu'en Afghanistan, l'important, c'est franchement donné au fait d'être plus riche et plus fort. Et d'ailleurs, ce qui a fait que n'est-ce pas, les efforts de la communauté internationale a été face à l'échec à cause d'une corruption galopante, tout simplement parce que c'est dans la tradition du pays. Je crois que les gens ne l'ont pas compris. Maintenant, sur le plan régional, comme M. Vautravers a dit, les Afghans envahissent les pays voisins ont envahi l'Afghanistan. Je crois que surtout avec l'Iran et avec l'Inde, c'est très visible. Et une fois que les frontières ont été définies, les frontières n'ont jamais été convaincantes à qui que ce soit. Alors, et donc, il y a des zones d'ombre, le Cachemire, par exemple, entre l'Inde et le Pakistan, mais l'Afghanistan a aussi un mot à dire parce que le Cachemire était une province afghane. Si vous voyez la question de Baloutchistan, la question de Pashtunistan, ce sont vraiment des plaies ouvertes. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, et là, je crois que probablement très peu de gens comprennent, c'est que par l'accord de Durand, le roi afghan a cédé une partie de territoire afghan à l'Empire britannique. En 1947, sur ce territoire est constitué le Pakistan. Donc, une partie de territoire pakistanaise est contestée par les Afghans. Même si le Pakistan a eu la reconnaissance internationale sur le plan politique, et ça, c'est quelque chose qui gêne énormément le Pakistan. Et le président Daoud ou le prince Daoud était un champion de taquiner les Pakistanais sur ce point-là. Je crois que le Pakistan, avec le conflit au Cachemire, avec cette partie de territoire dont les Afghans réclament la paternité, se sont un petit peu menacés. Donc, de ce fait-là, comme ils ne peuvent pas faire face aux Indiens, ils ont déjà perdu 3 guerres, donc l'Afghanistan était une proie facile pour leur domination. Donc, c'est ainsi que, je crois, ils ont développé la stratégie que vous connaissez. Et aujourd'hui, je crois que la victoire des talibans en Afghanistan est considérée comme une victoire des Pakistanais. Sur le plan international, juste rapidement, c'est que ce pays a eu le malheur d'être le champ de bataille du premier grand jeu entre l'Empire britannique, l'Empire colonial britannique et l'Empire russe. Et la religion était un instrument que les uns et les autres utilisaient. Après, ce pays est devenu, pour une deuxième fois, le champ de bataille d'un grand jeu entre les Occidentaux et l'Union soviétique. Et à cette fois-ci encore, la religion était un instrument. Vous vous souvenez, les Moudjahidines, ils se battaient au nom de l'islam. Et maintenant, je crains malheureusement que l'Afghanistan va devenir une troisième fois le champ de bataille d'un grand jeu. Et cette fois-ci, ça sera probablement les Occidentaux face aux Chinois. Et encore une fois, la religion islam sera probablement un élément, un facteur détonateur utilisé par le biais des talibans. Et les talibans, hein, qui veut dire étudiant, sauf erreur de ma part, ou chercheur, d'où est né ce mouvement justement, et au fond, qui sont les talibans et qui les soutient financièrement?
Écoutez, il y a deux choses sur les talibans. Les talibans, sur le plan religieux, c'est un concept qui existe depuis bien longtemps, depuis des siècles et des siècles. Mais les talibans, sur le plan philosophique et politique, ne datent que du milieu des années 80. Et je crois que lorsque Osama Ben Laden a trouvé refuge en Afghanistan et que petit à petit, il a considéré que c'était un champ très appréciable pour ses idées, il a aussi constaté que les Occidentaux avaient une politique bien définie pour combattre l'Union soviétique, mais ils n'avaient pas une politique bien définie de ce qui va se passer après. Donc, il a très vite compris que l'objectif des Occidentaux était vraiment de battre l'Union soviétique, et puis après, Dieu sait ce qui va se passer. Donc, ils ont eu plusieurs stratégies. La première stratégie était vraiment d'investir sur les groupes fondamentalistes islamistes, comme M. Hekmatyar, comme Mawlavi Khalès. D'ailleurs, Mawlavi Khalès est le père spirituel de Haqqani, et donc, comme vous connaissez, Haqqani est le grand protecteur d'Al-Qaïda en Afghanistan, lui-même et ses enfants actuellement. Alors donc, la première stratégie a échoué. Donc, la deuxième stratégie consistait à dire, écoutez, si la première stratégie échoue, la deuxième stratégie, c'est vraiment de former, de prendre les orphelins sous nos ailes, parce que les gens auraient besoin qu'on prenne ces orphelins sous nos ailes. Et puis alors, à ce moment-là, on les forme dans des écoles coraniques avec ce que donc est guérilla islamique. Moi, j'ai eu le malheur ou la chance de visiter certaines de ces écoles dans des années 80 et j'en ai fait pas mal de bruit. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et donc, c'était les mêmes jeunes gens, les mêmes orphelins des années 80 qui ont par la suite, en 1996, ont balayé le pays et ont instauré le premier régime des talibans. Suite à l'échec, à leur premier échec, maintenant ils sont devenus beaucoup plus sophistiqués. Je crois qu'ils ont appris l'art de dialoguer avec l'extérieur. Maintenant, qui les finance? Il y a beaucoup de soupçons que les pays du Golfe Persique les financent. Et qui les forme? Il y a beaucoup de soupçons que les Pakistanais les forment. Qui les arme? Ben, écoutez, quand il y a de l'argent, de trafic d'opium et de sources moyen-orientales, les trafiquants d'armes ne manquent pas dans le monde. Monsieur Montraver? Alors, bon, ce que je peux dire, et je le ressors de certains ouvrages d'Alexandre Delval, c'est deux éléments. Premièrement, il y a une conception depuis le Pakistan, puisqu'il a été question tout à l'heure du Pakistan, qui a une vision pour l'Afghanistan, et cette vision, c'est celle d'un réduit national. Il ne faut pas oublier, le Pakistan s'est construit, s'est séparé de l'Inde et a été pratiquement depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui dans un conflit ouvert et dans une course à l'armement. Et c'est pas n'importe quelle course, c'est la course à l'armement nucléaire avec l'Inde. Et dans cette rivalité entre le Pakistan et l'Inde, eh bien, vous avez un immense subcontinent indien et vous avez un Pakistan qui est morcelé, qui est très diversifié, qui est une construction un petit peu empirique, si vous voulez. Et puis, géographiquement, le Pakistan ne représente pas une unité comme l'Inde pourrait le faire. Et en particulier, sur le plan strictement militaire et stratégique, le Pakistan n'a pas de profondeur stratégique. En réalité, il y a des montagnes, c'est vrai, mais il n'y a pas de profondeur stratégique, donc il n'y a pas de possibilité pour le Pakistan de mener une guerre sur des mois ou sur des années, si guerre il devait y avoir avec l'Inde. Et donc, vous comprenez l'importance de l'Afghanistan pour le gouvernement pakistanais, pour les services de renseignement pakistanais, pour l'armée pakistanaise. Et je suis loin de dire qu'il y a une unité de doctrine au Pakistan sur cette démonstration, mais l'Afghanistan serait en fait
un réduit national serait une réserve de terrain si le pire venait à arriver, c'est-à-dire une guerre, une confrontation nucléaire avec l'Inde. Et c'est pour cela que très rapidement le Pakistan s'est intéressé à ce qui se passait en Afghanistan. Et puis la deuxième dimension de ces rivalités, puisqu'on est en train de parler de ces écoles coraniques et on est en train de parler de l'islam radical, disons, développé au Pakistan et qui s'est transmis en Afghanistan et d'ailleurs ailleurs à travers le monde aussi, eh bien, il faut se rendre compte qu'au sein du monde islamique, il y a une rivalité et il y a une espèce de course, de compétition vers l'islam radical ou vers de nouveaux États qui pourraient reprendre à leur compte un certain leadership dans le monde islamique. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse sur un plan multilatéral, sur un plan stratégique. Donc, le Pakistan, c'est la première puissance islamique ou le premier État islamique qui a développé et possédé l'arme nucléaire. L'Indonésie, c'est le plus grand pays ou le pays le plus peuplé du monde musulman, etc. Et c'est cette compétition, cette rivalité qui a provoqué justement ce développement de mouvements radicaux qui ont été très localisés, comme on l'a dit tout à l'heure, dans certaines régions du Pakistan dans les années 1980, mais qui malheureusement alors se sont développés sur une échelle globale par la suite. Ce que je voulais aussi souligner, c'est que pour moi, et sur la base de ce que je vois sur le terrain, et d'ailleurs, je pense que ça s'est confirmé par beaucoup d'experts militaires, de renseignement, même je crois tout récemment, les Américains ont bien confirmé que les talibans n'ont pas coupé leur lien avec Al-Qaïda. Je ne dirais pas comme ça. Moi, je dirais que les talibans et Al-Qaïda font partie du même corps. Vous savez, comme j'ai fait allusion à l'Afghanistan comme une société bédouine. N'oubliez pas qu'au Moyen-Orient aussi, ils ont les mêmes façons de vivre. Ce que les combattants qui ont suivi Ben Laden ont fait en Afghanistan, ils se sont mariés avec les locaux, surtout dans la partie sud de l'Afghanistan. Donc maintenant, il y a un lien de sang entre ce qu'on peut considérer Al-Qaïda et ce qu'on considère les talibans. Donc oui, ils sont inséparables. On verra comment dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, et j'espère que ça ne sera pas des années, comment les talibans vont se dissocier d'Al-Qaïda. C'est à voir. Moi, je doute fort. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là entre Al-Qaïda et les talibans. Alors, je savais qu'il y avait un lien très étroit, mais peut-être pas aussi prononcé que cela, à vrai dire. Écoutez, pour ne pas prolonger la discussion, mais le nom Jalaluddin Haqqani vous est connu parce que c'est lui le fondateur du réseau Haqqani. Eh bien, il avait changé fille avec Osama Ben Laden. Donc, ils étaient à la fois beau-fils et beau-père de chacun était le beau-fils et le beau-père de l'autre. Et ça, de là, tout dérive. Vous voyez ce que je veux dire? J'estime que ça sera difficile pour eux, mais on verra quelle est la stratégie que ceux qui ont signé des accords avec les talibans ont derrière, où il n'y aura pas de stratégie comme la première fois ou comme la deuxième fois. Et c'est vrai que lorsqu'on écoutait justement la première conférence de presse qui était donnée par le porte-parole des talibans, on avait l'impression qu'il y avait une certaine modération dans le discours, entre guillemets, un certain adoucissement. Parfois, j'ai l'impression qu'il y avait plutôt un double discours entre justement le porte-parole. À quoi ressemblent les talibans aujourd'hui par rapport à avant? Sont-ils une organisation unie? Pour moi, pas du tout. Vous savez, dans cette tentative de prise de pouvoir en Afghanistan, et je l'ai dit à maintes reprises, les talibans ne sont pas les seuls. Vous savez, les réseaux terroristes, ce sont les mêmes, seulement les noms changent. Mais la conception, l'organisation, le modus operandi, tout est pareil. Donc, vous saviez que depuis pas mal de temps, on envoyait des Afghans pour se battre au Yémen.
il y a des Afghans qui allaient se battre en Syrie. Il y a des Afghans qui se battent au Cachemire parce qu'ils ont une perception de l'islam internationaliste que vous ne pouvez pas changer. Donc, dans les efforts des talibans, il y a plusieurs, les informations qui nous arrivent, il y a plusieurs réseaux qui les ont aidés. Dans le nord, ils ont reçu apparemment pas mal de soutien du mouvement islamique d'Ouzbékistan et de mouvement islamique de Turkestan oriental, qui est en fait le mouvement des Ouïghours. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, comme vous pouvez imaginer, il y a des combats à Panjshir. Et mes contacts me disent que les talibans qu'ils rattrapent sont souvent les locaux de la région. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont, vous savez, c'est les mêmes populations des deux côtés de la frontière. Les Tadjiks sont de côté afghan comme de côté Tadjikistan, les Ouzbeks, les Turkmènes, c'est pareil. Donc, vous voyez, donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, ils ont reçu, vous savez, Al-Qaïda est là. Vous savez que l'État islamique Khorasan, pour moi, il n'y a pas d'État islamique Khorasan ou État islamique Maghreb ou État islamique Irak, ils sont tous pareils. Ils sont là. Il y a les groupes cachemiris qui étaient toujours les soutiens des talibans ont aidé, comme Jaish-e-Mohammed, comme Lashkar-e-Taiba. Vous savez, maintenant, chacun réclame un petit peu sa part. On est arrivé à avoir le trésor qui est arrivé au pouvoir à Kaboul, et maintenant, chacun réclame sa part. D'ailleurs, vous voyez que les attentats à l'aéroport de Kaboul démontrent déjà que les talibans n'arrivent pas à contrôler. Soit ils sont derrière ces attentats eux-mêmes, soit ils n'arrivent pas à contrôler le pays. Dans les deux cas, c'est un problème. Et quelle est, alors, puisqu'on est encore là-dessus, quelle est peut-être la différence entre les talibans et l'État islamique? Oui, je pense que le spectre d'action des deux n'est pas le même, puisque les talibans se sont constitués quand même dans un territoire. Alors après, on peut, comme l'a dit très justement Saber Azam, on peut bien sûr discuter la question des frontières, mais fondamentalement, c'est une organisation locale avec des aspirations régionales, alors qu'Al-Qaïda, et c'est une des spécificités de cette organisation, déjà dans les années 1980, où l'organisation qui s'appellera plus tard Al-Qaïda a des visées vraiment internationalistes, et puis elle a une stratégie tout à fait particulière. Et peut-être ce que je peux ajouter ou contribuer à ce qui vient d'être très justement dit par Saber Azam, c'est que les talibans sont maintenant victimes de leur succès, victimes de leur manière de procéder, c'est-à-dire une conduite extrêmement décentralisée, beaucoup d'autonomie de décision, des groupes qui finalement se gèrent et s'organisent à partir de mots d'ordre, de leitmotifs, d'instructions extrêmement vagues. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien dans la résistance à une occupation étrangère, ou qui fonctionne bien dans le cadre d'organisations subversives ou terroristes. Mais on voit bien sûr les limites, et malheureusement on a déjà vu les limites à la fin des années 1980, début des années 1990. On a vu les limites de cette conduite excessivement décentralisée, puisqu'il n'y a pas véritablement de planification, il n'y a pas véritablement de direction, il n'y a pas véritablement de stratégie. Donc j'aimerais dire, quand les Américains sont entrés en Afghanistan en 2001, ils n'avaient pas de exit strategy, ils n'avaient pas de stratégie de sortie, mais les talibans qui viennent d'entrer à Kaboul n'ont pas de stratégie de sortie non plus. Ils ne savent pas ce qui va se passer dans les 2 ans à venir ou dans les 5 ans à venir. Alors, le 11 septembre prochain, nous commémorons les 20 ans des attentats du World Trade Center de New York. Quelles sont les similitudes et différences entre les opérations de l'OTAN 2001-2021 et celles de l'armée soviétique 1979-1988, Dr. Vautramert? Alors, peut-être il y a une similitude, une seule similitude, et puis ensuite tout le reste, ce sont des différences, puisque en fait les Américains et les pays de l'OTAN ont tout fait pour éviter les amalgames et pour éviter les erreurs qui ont été faites par les soviétiques, avec plus ou moins de succès.
Alors, quelle est la seule similitude que j'ai réussi à trouver dans la période de la présence militaire soviétique en Afghanistan? Eh bien, ça a été, et puis la période de la présence de l'ISAF, enfin la Force internationale d'assistance et de sécurité internationale de l'OTAN. Le seul point commun, c'est que si vous regardez la manière dont les soviétiques sont entrés et l'équipement des soviétiques et la doctrine de l'armée rouge, de l'armée soviétique au premier jour de leur entrée à Kaboul, et vous regardez le matériel, l'équipement, la doctrine, les structures de commandement lorsque les soviétiques ont quitté l'Afghanistan en 1988, eh bien vous vous rendez compte que tout a changé. C'est-à-dire que rien de ce qui fonctionnait au début des opérations militaires n'a pu être maintenu et les soviétiques ont tout changé. Ils ont dû changer leurs hélicoptères, ils ont dû changer leurs véhicules, ils ont dû changer leurs bottes, ils ont dû changer leurs uniformes, ils ont dû changer leur doctrine, ils ont dû changer le type de soldats et la formation des soldats pour aller sur place, ils ont dû construire, trouver de nouvelles solutions pour à peu près tout. Eh bien, l'OTAN a fait exactement la même chose. Si vous regardez le type de forces canadiennes, américaines, britanniques, françaises qui sont entrées en Afghanistan en 2001 et vous regardez celles qui sortent de l'Afghanistan ou qui sont sorties ces derniers jours, eh bien, vous vous rendez compte que tout a changé, de la tenue de camouflage en passant par les casques, par les fusils, à peu près tout a changé, y compris la doctrine. Et ça, c'est véritablement le point commun, c'est-à-dire que rien de ce qui avait été préparé pour une opération militaire comme celle-là n'a tenu, en anglais on dit the test of time, rien n'a fonctionné comme ce qui était prévu, ni pour les soviétiques, ni pour l'OTAN, c'est le point commun. Pour ce qui est du reste, là, je peux être rapide. Les soviétiques rapidement se sont rendus compte qu'il ne serait pas possible de contrôler un territoire comme celui-ci. Ils n'avaient pas la maîtrise d'un territoire montagneux comme celui-là, un terrain difficile. Et donc, les soviétiques, avec environ en moyenne 160 000 troupes d'occupation, les soviétiques se sont cantonnés à quelques axes et à quelques bastions bien protégés, très lourdement, très bien défendus. Et puis pour le reste, eh bien ils se sont contentés de bombarder et puis effectivement d'accomplir des actes qui seraient de nature criminelle pour influencer, pour tenter de maintenir à distance les forces contestataires. Pour ce qui est de l'OTAN, il y a eu une stratégie, je dirais plus intensive, qui est allée chercher beaucoup plus loin. On a appelé ça la contre-insurrection. Enfin, est-ce que la contre-insurrection a vraiment été appliquée en Afghanistan avec tout ce qui est nécessaire d'aide au développement et puis de retour des populations? Rien n'est moins sûr, mais enfin, l'idée a véritablement été de constituer des territoires, des secteurs, alors effectivement, selon un découpage tribal ou villageois, et puis d'avoir des discussions, des dialogues récurrents avec les autorités de ces villages ou de ces familles ou de ces tribus, et puis de tenter de trouver une stabilisation locale qui aurait pu permettre, qui aurait dû permettre ou qui devait permettre plutôt au gouvernement central de pouvoir diriger le pays. Maintenant, on sait les limites de cette stratégie. L'utilisation de l'argent qui a été faite n'était pas tout à fait celui qui était prévu. Je dirais sur le plan économique, on peut pas véritablement dire que l'aide au développement ait été un succès. Sur le plan politique, il y a beaucoup de choses à dire, puisque bien sûr, on a parlé de la corruption du gouvernement à Kaboul, mais alors il faudrait plus largement dire que la responsabilité des Américains est écrasante, des Américains et de la communauté internationale est écrasante dans les échecs. À partir du moment où vous fixez des objectifs et tous les 2 ans vous changez ces objectifs, alors une fois on veut neutraliser le terrorisme, 2 ans plus tard on vous explique qu'on veut reconstruire l'Afghanistan et 2 ans plus tard on vous dit que maintenant l'objectif c'est de mettre en place un nouveau gouvernement, 2 ans plus tard on vous dit que l'objectif c'est la démocratie, 2 ans plus tard on vous dit gender, il faut absolument une égalité homme-femme et puis un développement
sociale et culturelle dans la région. Alors évidemment, les organisations, qu'elles soient militaires ou civiles, n'ont pas pu suivre avec cette évolution constante des objectifs. Donc, encore une fois, un constat d'échec qui est assez similaire, ou des transformations, des remises en cause au sein de l'armée soviétique et puis au sein de l'OTAN qui sont nécessaires, mais d'un autre côté, deux stratégies sur le terrain qui sont radicalement différentes. Alors justement, et quelle comparaison du départ des Américains et du départ des Soviétiques? Bon, on peut dire que les Soviétiques sont entrés en Afghanistan, Azam l'a dit très justement, ils sont venus en Afghanistan à l'appel au secours d'un régime, d'un gouvernement socialiste ou communiste qui était aux abois, c'est-à-dire que ce gouvernement allait tomber, n'avait plus le soutien populaire, et en fait il s'agit, si j'ose dire, d'une poursuite de l'action du communisme international qu'on a pu voir en 1956 ou en 1968. En fait, il s'est agi pour l'Union soviétique de se porter au secours d'un régime favorable et sympathique à l'Union soviétique, et puis de maintenir en place ce régime. On peut dire d'ailleurs que l'influence soviétique a été déterminante pendant 8 ans, ou un petit peu plus de 8 ans, mais d'un autre côté, en termes de politique nationale ou de clientélisme, l'Union soviétique, bien sûr, a favorisé certaines décisions, mais enfin, ce ne sont pas les soviétiques qui ont commandé, qui ont gouverné durant cette période-là. Et donc, lorsque les soviétiques ont décidé que les pertes étaient trop importantes, que le coût politique à l'intérieur de l'URSS était trop important, puisque il y a eu beaucoup de contestations à l'intérieur de l'URSS et en dehors des frontières de l'URSS de cette opération militaire qui a été comparée à l'époque à la guerre du Vietnam pour les Américains. Donc c'est véritablement des critiques internes qui ont fait que les soviétiques ont dû se retirer. Eh bien, lorsque les soviétiques se sont retirés, ils ont quand même laissé en place un régime très autoritaire, le régime de Najibullah, qui a pu se maintenir encore quelques années, 2-3 ans, et maintenir, je dirais, une façade de gouvernance locale. Ce qui est différent avec l'OTAN. Et là, je pense qu'il faudra un certain nombre d'études et d'analyses pour voir ce qui s'est passé. C'est que l'OTAN, le président américain, j'entends l'ancien, le président Trump et puis l'actuel, le président Biden, ont été informés que le retrait des troupes américaines ne signifierait pas nécessairement l'écroulement du gouvernement de Kaboul. Or, ce gouvernement a tenu quelques jours seulement, très rapidement, et la fuite du président Ghani a précipité si vous voulez, la débandade du gouvernement local, et donc a précipité, en fait, a accéléré le retrait des forces de l'OTAN. Donc il n'y avait pas un régime en place suffisamment solide pour pouvoir maintenir une transition. J'avais écrit à l'époque, il y a quelques années, un article qui s'appelait Vietnamization After the Vietnam War, et on est exactement dans cette situation-là. Les Américains pensaient véritablement pouvoir mettre en place une stratégie de vietnamisation, c'est-à-dire de donner progressivement le lead, la force et la responsabilité militaire et sécuritaire à l'armée nationale afghane et puis au gouvernement afghan. Eh bien, en réalité, très rapidement, on s'est rendu compte de ces limites. Ces institutions n'étaient pas suffisamment stables et solides pour maintenir une gouvernance sur plusieurs années. Et ce qui a été le coup de grâce, c'est déjà sous la présidence Trump, les accords de Doha, qui en fait condamnaient le gouvernement en place, annonçait le retrait programmé des troupes américaines, et contre cela, il n'y avait pas de moyen de lutter localement. Est-ce que Saber voulait rajouter quelque chose? Écoutez, je pense que Alexandre a tout dit. Il faut quand même dire que dans cette histoire de chute du régime de Kaboul, ou de ce qu'on appelle maintenant de l'armée fantôme, tout le monde se posait la question comment une armée de 350 000 individus tellement bien armés, tellement bien formés,
peut s'évader d'un coup face à des individus qui n'avaient que des fusils automatiques ou des fusils Kalachnikov. Ça, c'est une question, je crois que, comme M. Vautraver a dit, les pays de l'OTAN doivent répondre à un moment donné ou à un autre. Comment se fait que l'armée de 350 000 individus n'a pas tenu? Une des raisons pourrait être que cette armée probablement n'existait pas et que la corruption a fait que les chiffres ont été augmentés. Moi qui couvre l'aspect humanitaire, je savais depuis des années qu'on avait des écoles fictives, on avait des hôpitaux fictifs, on avait des employés fictifs pour lesquels des sommes faramineuses de l'argent étaient déployées et que finalement ces sommes d'argent allaient dans la poche des uns et des autres. Donc ça, c'est ce que je veux apporter. Et deuxièmement, j'aimerais quand même poser une question à M. Vautraver, c'est que le fait qu'il y a 40 pays, j'ai vu ça un petit peu au Kosovo, vous avez 40 commandements. C'est vrai qu'il y a un commandant, mais vous connaissez, vous savez mieux que moi qu'aucune armée, surtout occidentale, ne va recevoir de l'ordre d'un commandant qui n'est pas de même nationalité ou d'un commandant qui n'est pas les leurs. Est-ce que ça finalement, ça n'a pas été un handicap dans leur stratégie militaire? Alors, les règles d'engagement, par exemple, les instructions, le renseignement. Il y a eu 40 sources au lieu d'une source. Oui. Alors, c'est discutable. En fait, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que l'OTAN a mieux réussi à contrôler le terrain, à avoir plus de renseignements, des renseignements de meilleure qualité que les soviétiques à l'époque, qui avaient pourtant sur place des gens qui les renseignaient généreusement et plus ou moins bénévolement. Je pense aussi si on regarde la configuration de la mission de l'ISAF, il y a eu différents contingents qui ont eu des responsabilités territoriales. Et de cette manière-là, quelque part, l'OTAN était finalement bien outillée ou bien adaptée pour parler dans une certaine région avec un certain nombre de chefs. Alors c'est vrai, sur le plan de l'efficacité, on peut se poser ces questions, mais c'est pas moi qui vais répondre. Certainement qu'il y a des choses qui devaient être améliorées, mais je pense que il y a eu deux avantages. Le premier, c'est de calquer une organisation de l'ISAF qui était véritablement adaptée à la topographie, à la géographie humaine de l'Afghanistan, d'une part. Et puis, deuxièmement, il y a quelque chose, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, c'est qu'on a eu des Italiens, des Néerlandais, des Canadiens qui avaient chacun des idées. Et finalement, certaines idées des Néerlandais ont fonctionné dans certaines régions et ces bonnes idées ou ces succès ont pu être ensuite appliqués, pourquoi pas transférés dans d'autres régions du pays. Alors qu'évidemment, à l'époque soviétique, une armée très hiérarchisée, très monolithique, top-down, c'est-à-dire que les unités sur le terrain sont là pour appliquer la loi militaire, les règlements et les ordres du commandement. L'armée soviétique a beaucoup manqué d'initiatives, ne pouvait pas s'adapter aux besoins particuliers ou aux besoins locaux. Donc j'aurais tendance à dire oui, en termes d'efficacité, d'avoir 26 contingents différents avec chacun leur structure peut être un handicap, peut être perçu comme un handicap, mais d'un autre côté, ça a été une richesse qui a permis, en tout cas, certains contacts locaux qui ont été un succès. Et je prends quelques exemples que je connais dans les Balkans. Il y a eu la possibilité de dialoguer avec certains interlocuteurs, et si les choses tournaient mal, il y avait la possibilité de substituer, de faire venir un autre interlocuteur pour renouer le dialogue. Donc, je dirais sur le plan de la politique locale et du soutien au développement local, il y avait des canaux qui existaient, qui étaient
nettement meilleurs que ceux qui ont été mis en place par les soviétiques. Maintenant, on l'a déjà dit tout à l'heure, ça n'a pas suffi et je pense quelque part, il faut s'interroger sur la véritable volonté politique qu'il y a pu y avoir, que ce soit aux États-Unis, mais dans tous les autres pays de l'OTAN qui ont participé à ces opérations. Est-ce qu'il y avait véritablement les moyens, est-ce qu'il y avait véritablement la volonté politique de rester là encore 10 années supplémentaires et de poursuivre ces opérations? Et la morale militaire, stratégique et politique de cette affaire, c'est que les opérations de stabilisation, le nation building, c'est quelque chose qui engage un pays sur au moins 10 ans, pour ne pas dire 20 ans, pour ne pas dire 30 ans. Et aujourd'hui, ce sera peut-être la suite de notre discussion, mais aujourd'hui, quel pays est prêt, quel chef d'État est prêt à engager son pays dans une opération, dans une expédition pour les 20 ou les 30 prochaines années? Les gens qui ont signé les ordres d'opération en 2001 ne sont plus ceux qui sont là maintenant pour devoir nettoyer les pots cassés de cette opération militaire. Docteur Saber Azam, vous avez écrit de nombreux articles. Dans un des derniers articles sorti le 15 mai dernier, qui s'intitule « How to Achieve Peace in Afghanistan », en français « Comment parvenir à la paix en Afghanistan », quelle serait la solution idéale pour assurer une paix durable dans ce pays? Écoutez, je suis d'avis que l'idéal n'existe pas dans aucun pays. C'est pour ça que les constitutions changent, les lois changent, les accords changent en fonction du temps. Donc, ce on peut estimer une solution idéale pour l'Afghanistan serait une solution qui conviendrait à une large proportion de la population. Vous savez, depuis que l'Afghanistan existe, c'est un pays avec un pouvoir très centralisé. Donc, dans l'ancien temps, les rois étaient vraiment les dictateurs du pays. Il y en a qui ont commis des exactions terribles, non seulement en Afghanistan, mais aussi même à l'étranger. Vous savez, les rois afghans allaient en Inde pour massacrer les Indiens, pour pratiquement piller tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin. Donc, c'était vraiment des dictateurs absolus, un système centralisé. Et donc, comme j'ai fait allusion il y a un instant, il y a un seul groupe ethnique qui était au pouvoir. Les autres se sont vraiment lésés, ignorés, laissés pour compte. Je dis dans mon livre qui est sur l'Afghanistan, le roi Abdurrahman Khan, quand il est allé au centre de l'Afghanistan pour massacrer la population chiite, les Hazaras, il a massacré 60% de la population. Imaginez-vous. Donc, un roi avait un tel pouvoir. Donc, massacrer 60% de la population Hazara était quelque chose de tout à fait faisable. Donc, un système centralisé, on voit le système centralisé nous amener là où nous sommes. Comme j'ai aussi fait allusion il y a un instant que Ashraf Ghani et M. Karzai ont raté une chance dorée, c'est tout simplement parce que c'était l'occasion de vraiment s'occuper, s'intéresser à ce qui conviendrait le mieux à la population. Malheureusement, la même chose, et là aussi, je pense que la communauté internationale a sa responsabilité. On est parti plutôt pour le partage de pouvoir que de s'adresser aux problèmes réels. Le problème, disons, un système qui conviendrait en Afghanistan, et ça c'est une première partie de la solution, on viendra à l'aspect régional et international après, c'est probablement d'opter pour un système décentralisé. Vous savez, l'Afghanistan ressemble beaucoup à la Suisse. C'est un pays entouré par d'autres pays. C'est un pays montagneux. C'est un pays qui a des vallées profondes. Les pics les séparent. Les pics de 4000, 5000, 6000 mètres les séparent. Avec avec le manque d'éducation et de développement dans les pays, l'accessibilité des uns vers les autres était très limitée. Donc, les gens sont vraiment très épris de leur tradition, de leur langue, de leur liberté, de leur façon de vivre. Donc, c'est peut-être un moyen
de permettre à chacun de s'exprimer sur le plan local, de gérer ses affaires sur le plan local, et puis, n'est-ce pas, en deuxième lieu, trouver, je dirais, certaines données qui pourraient définir, admettons, des intérêts nationaux auxquels on peut bâtir ce que moi j'appelle un nation building, construire un État-nation. Donc ça c'est vraiment une première étape à l'intérieur du pays. Dans mon article, je donne beaucoup d'autres éléments, mais vraiment ça c'est l'élément essentiel, c'est comment construire un système de gouvernance qui conviendrait à tout le monde. D'autre part, comme je dis, il faudra franchement s'aimer les graines d'appartenance à une nation. Monsieur Vautravers l'a mentionné, moi j'ai mentionné, cette division du pays a vraiment donné une opportunité dorée aux adversaires, que ça soit dans toute direction, à l'est, à l'ouest, etc., de profiter, d'utiliser les uns contre les autres, parce qu'ils ne sont pas une nation. Donc, franchement, de semer des graines d'appartenir à une nation, ça, c'est vraiment un travail de fond qu'il faudra faire. Sur le plan régional, vous savez, comme dans toutes les régions, les pays se chamaillent, les pays se battent, et on a parlé de l'intérêt énorme que le Pakistan a à avoir la main mise sur l'Afghanistan. Tout récemment, un ami m'a dit quelque chose et je pense que c'est tellement justifié. Il m'a dit qu'une des raisons pour laquelle le Pakistan souhaite contrôler l'Afghanistan, c'est de vraiment to curtain its own problems, de voiler ses propres problèmes internes. Donc, pour voiler ses propres problèmes internes, il faut avoir un problème externe. Et pour le Pakistan, ce n'est pas le Cachemire, mais maintenant, c'est l'Afghanistan. Donc, comment on peut résoudre ces différences régionales? Je pense que l'Europe est un excellent exemple. Vous savez, les Européens se sont chamaillés, se sont battus. Il y avait des guerres de 30 ans, guerres de 100 ans, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Mais à un moment donné, certains sages ont dit, OK, créons une zone d'intérêt commun, une zone de libre-échange. Pourquoi pas? Je crois que les uns et les autres ont des intérêts à faire de commerce avec le pays voisin. Je pense que ça pourrait être une solution pour démarrer à établir la confiance. À l'heure actuelle, aucun État n'a confiance à l'autre. Les amitiés étatiques sont franchement complètement verbales. Et il faut créer une confiance dans la région et ça, probablement, une zone de libre-échange pourrait être une solution, un démarrage. Maintenant, sur le plan, je dirais, international, vous savez, il y a deux choses auxquelles je tiens énormément. L'Afghanistan doit absolument formaliser son statut de neutralité. Les 40 années de bonne période, comme moi j'appelle, j'ai fait allusion à 40 années, pendant ces 40 années, l'Afghanistan avait clairement déclaré sa neutralité. L'Afghanistan n'appartenait pas à un conflit quelconque. Et le roi avait réussi à maintenir la neutralité de son pays. Et je pense que l'Afghanistan doit revenir à ce statut de neutralité et la faire confirmer par la communauté internationale. Il y a des pays qui l'ont fait, notamment le Turkménistan. Moi, j'ai été là. La neutralité du Turkménistan et l'interdiction aux autres États d'intervenir dans les affaires internes du Turkménistan est endossée par les Nations Unies, par tous les États membres des Nations Unies. L'Afghanistan peut faire la même chose. Et puis, vous savez, je pense que la religion, par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan, à ce qui se passe dans le monde, à ce qui s'est passé dans le monde, au Kenya, en Tanzanie, au Yémen, à New York, à Washington et ailleurs, la religion islam a subi
des dégâts très, très importants. Je pense que c'est franchement la violence a remplacé les valeurs réelles de cette religion. Il y a des valeurs énormes. Et je crois que probablement le mal fait de cette religion a commencé par l'Afghanistan. Peut-être que l'Afghanistan a aussi un rôle moral à démontrer un exemple d'une religion qui pourrait être pacifique, qui pourrait être fraternelle, qui pourrait accepter les autres, comme le prophète de l'islam avait accepté les juifs, avait accepté les païens, avait accepté tout le monde avec tous ceux, il avait fait des accords de coexistence. Voilà, mais ça, ce sont des défis qui ne peuvent pas être réalisés si nous n'avons pas une nouvelle équipe des jeunes à l'intérieur du pays qui doivent vraiment être très, très, très loin de la corruption, qui doivent être compétents, qui doivent être capables ou comment on appelle ça, comme on dit, oui, que la compétence prévoit sur l'appartenance familiale, sur l'appartenance ethnique ou sur l'appartenance à un chef. Et une des erreurs que, à mon avis, l'Occident a commis en 2001, c'est immédiatement de bombarder l'Afghanistan par les Afghans made in America, made in France, made in Germany. Vous savez, toute l'équipe dirigeante est venue de l'étranger. Aujourd'hui, ils partent tous avec leurs gains dans ces pays dans lesquels ils vivaient. Donc, le trésor de l'État est vide. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien du tout. Mais peut-être que ces personnes seraient même intouchables. Il est franchement temps que la communauté internationale et les pays voisins en plus, parce que leur intérêt c'est dans un Afghanistan stable, investissent sur des jeunes éclairés, éduqués, parce qu'à mon avis, la façon dont les choses se passent aujourd'hui en Afghanistan, ça ne va pas durer trop longtemps. Ça ne peut pas durer. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça ne peut pas durer longtemps. Je viens d'apprendre que, avant de vous joindre, que on fait circuler une liste des gouverneurs d'avenir sous les talibans, et quand on peut imaginer leur effort au niveau national, c'est de refaire venir les anciens figures qui ont échoué dans le pays pendant 2 décennies. Donc, peut-être qu'ils vont faire revenir Karzai, peut-être qu'ils vont faire revenir M. Dostum, peut-être qu'ils vont faire revenir Abdullah, mais ce sont des figures qui ne peuvent pas apporter au pays. Et malheureusement, les talibans n'ont pas les compétences. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un me faisait une plaisanterie, disait une infirmière, c'est un mullah. Un médecin, maintenant, c'est un mullah. Le chef de l'hôpital, le directeur de l'hôpital, c'est un mullah. Le ministre, c'est un mullah. Le gouverneur, c'est un mullah. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, Monsieur Vautravers a très, très bien dit, il y a une chose, c'est d'arriver au pouvoir, et il y a l'autre chose, c'est de gouverner. Je crois que les talibans seront testés énormément comment ils vont gouverner. Et les premières indications me font comprendre que ça ne va pas être facile. Chaque guerre a des conséquences au niveau humain, politique et économique. Les scénarios pour la suite des opérations et des conséquences géopolitiques, allons-nous malgré tout vers une guerre asymétrique comme en Irak? Alors, il est difficile de répondre à une question comme celle-là. La première étape, si vous voulez, avant de commencer à développer des scénarios, c'est de se poser la question des acteurs. Quels sont les acteurs qui vont jouer un rôle important
en Afghanistan et puis autour de l'Afghanistan. Et vous savez que dans les dernières semaines, un pays comme la Turquie, par exemple, a joué un rôle de premier plan et s'est imposé à occuper le terrain, à occuper le vide stratégique et militaire en dépêchant sur place des troupes, des avions de transport. Donc, une des variables, une des inconnues, c'est la présence continue ou non d'un pays comme la Turquie. Et ça, cela va avoir des conséquences pour la suite du processus politique en Afghanistan. La question de la Russie n'est aussi pas absolument claire, puisque vous savez que l'histoire entre la Russie et l'Afghanistan a été quand même assez tendue, mais ça reste évidemment une puissance régionale très importante qui a ses soutiens et qui a ses intérêts également dans cette région. Je pense en particulier des intérêts énergétiques, à faire transiter un certain nombre de pipelines à travers l'Afghanistan. Et puis une autre inconnue très significative, c'est bien sûr la Chine. La Chine a bien sûr des intérêts économiques qui sont indiscutables et qui ne sont pas disputés, mais jusqu'où la Chine est-elle prête à s'investir politiquement en Afghanistan, puisque le gouvernement chinois semble, sur les questions de l'islam, sur les questions de l'Asie centrale, avoir quand même des politiques et des intérêts extrêmement fortes. Donc, pour ces raisons-là, je pense qu'il va falloir plusieurs semaines, plusieurs mois avant de pouvoir déchiffrer véritablement quels sont les joueurs qui sont sur le terrain, lesquels sont sur le banc de touche, lesquels n'ont pas été sélectionnés. Et une fois que cette vision-là des acteurs internes et externes sera claire, à partir de là, la question des scénarios pourra, je pense, avancer. Par contre, ce que l'on peut dire avec, je pense, plus de certitude et qu'il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt, ce sont les conséquences immédiates en dehors de l'Afghanistan, par exemple, sur certains pays européens, sur les États-Unis d'Amérique, sur la Chine. Et là, on peut répondre avec un petit peu plus de certitude. Donc, après la crise syrienne de 2015, plus d'1 million de demandeurs d'asile et de migrants, selon l'ONU, sont arrivés en Europe. Faut-il s'attendre à un même scénario, Monsieur Vautravers ou Monsieur Saber? Écoutez, j'aimerais juste ajouter un point sur ce que Monsieur Vautravers a dit. Tant que les Occidentaux étaient en Afghanistan, le problème afghan était un petit peu contenu, comme une marmite qui était en ébullition, mais néanmoins, on arrivait quand même à contenir. Aujourd'hui, je crains malheureusement que ça ne sera plus le cas. Et donc, M. Vautravers a parlé, a mentionné à juste titre vraiment les pays qui ont des grands rôles à dire. Mais moi, je dirais qu'il ne faut pas non plus oublier l'Iran et l'Inde. Surtout l'Inde. L'arrivée des talibans en Afghanistan est certainement une victoire vraiment flagrante pour un adversaire farouche de l'Inde. Maintenant, comment l'Inde va se positionner? Et l'Inde, c'est un acteur très, très important de la région. Deuxièmement, vous savez, les pays d'Asie centrale, et M. Vautravers l'a mentionné, plusieurs pays, dont l'Iran et la Turquie, souhaitent avoir accès total à l'Asie centrale. Moi, j'ai vécu 4 ans en Asie centrale et j'ai vu un petit peu comment les acteurs sont positionnés. Ce dont j'ai peur un petit peu, c'est que à un moment donné, comme maintenant l'Occident a apparemment complètement abandonné, il n'y aura pas d'autres stratégies pour revenir, à moins qu'il y ait une catastrophe, je dirais, vitale, ce que personne ne peut souhaiter. C'est une situation où chacun va dire, écoutez, de toute façon, c'est un pays où on ne peut absolument rien faire. Sauvons ce que nous pouvons sauver dans la région et laissons ce pays pour compte. Donc, à ce moment-là, ce sera la loi des plus forts et les plus forts de la région
vont traiter avec les plus forts du pays et la population va encore va payer un prix énorme. Maintenant, sur la crise des réfugiés, franchement, moi, je ne m'attends pas à une crise de type syrienne. Pour la simple raison, je n'ai pas l'impression que les talibans, malgré tout ce qu'ils disent, vont laisser les portes ouvertes. D'abord, ils ont besoin de la population, ils ont besoin de savoir-faire, ils ont besoin des gens qui travailleront dans le régime. Eux, ils ne sont pas des techniciens. Ce sont certes des guerriers, ce sont certes probablement des politiciens, mais ils ont besoin de beaucoup de techniciens. Ils vont pas laisser les gens, vraisemblablement pas laisser les gens partir. Tandis que dans le cas de la Syrie, c'était dans l'intérêt du régime syrien de laisser partir les gens parce que ça amenuisait le rang des opposants. Donc là, il y a une différence. La Syrie avait une frontière avec la Méditerranée, donc il y avait une connexion directe avec l'Europe, même si la plupart passaient par la Turquie. Et la Turquie avait ses prix pour faire passer ces gens, pour laisser ces gens, pour ne pas laisser ces gens. En Afghanistan, il faut passer l'Iran, il faut passer le Pakistan, il faut passer l'Asie centrale, il faut passer beaucoup de pays avant que vous touchiez la mer Méditerranéenne. Donc, à mon avis, ça sera difficile, mais vous savez, on ne peut jamais dire lorsque quelqu'un est dans le besoin, lorsque quelqu'un est vraiment forcé de trouver une solution, ça peut arriver, mais moi, je ne pense pas que ça sera dans des millions. Il y aura certes des réfugiés afghans. D'ailleurs, chaque pays a estimé combien ils sont capables, ils sont prêts à recevoir. Et chaque pays a déjà développé des stratégies, je dirais, de réception. À mon avis, ils préféreront de choisir ces individus dans les premiers pays d'asile, plutôt que de les laisser partir vers l'Europe et que l'Europe soit le premier pays ou le premier continent d'asile. Donc, moi, je ne pense pas, mais il y aura des réfugiés, mais pas autant qu'en Syrie. D'ailleurs, vous avez travaillé plus de 20 ans au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Quels enjeux vont faire face ces prochains jours, voire semaines, l'UNHCR et la communauté internationale? Écoutez, j'avais le sourire sur les lèvres parce que probablement vous avez lu mes articles sur la nécessité de réformer l'ONU et je n'irai pas par quatre chemins. C'est une organisation qui est devenue franchement obsolète, à part la branche humanitaire. Sur le plan politique, nous savons la limitation de cette organisation. Sur le plan développement, Monsieur Vautravers a mentionné, et j'insiste aussi là-dessus et je confirme que ça a été vraiment une catastrophe. Je pense que la communauté internationale dans son ensemble a commis des erreurs graves. J'espère que chacun va maintenant mettre le miroir devant et puis essayer de voir ce qui ne s'est pas passé convenablement. Quelles sont les erreurs commises? Comment ne pas répéter ces erreurs si ça se reproduit dans un autre moment? Si vous assumez le leadership du monde, vous serez appelé de temps en temps, peut-être même beaucoup plus souvent, à venir régler les problèmes. Et le cas afghan, avec toute la tragédie qu'elle a eue, doit servir comme un cours, je dirais, sur le plan de stratégie militaire, sur le plan de renseignement, sur le plan d'aide au développement, sur pratiquement tous les plans. Ça, au moins, c'est un avantage de l'échec en Afghanistan. Les Nations Unies doivent aussi, dans son ensemble, tirer les leçons. Les erreurs que les Nations Unies ont commises étaient impardonnables. Et je le dis en connaissance de cause. Les États ont leur intérêt. Chaque État intervient dans un pays, envoie des troupes, envoie de l'argent pour défendre un intérêt quelconque. Nous le savons, tout le monde le sait. Mais en principe, les Nations Unies n'ont pas d'intérêt
à elles. Leur intérêt, c'est de servir la population sur la base des conventions et des règles internationales. Et là, malheureusement, ils ont complètement échoué. Je dirais même les organisations humanitaires ont commis des erreurs, mais vraiment, vraiment catastrophiques. Ils étaient complets. La complaisance que l'ONU a démontrée à l'égard de la corruption, de l'inefficacité, de l'incompétence, je ne comprends pas comment les dirigeants peuvent dormir tranquillement. L'aide internationale multilatérale n'est pas arrivée au bon port. J'ai parlé en connaissance de cause des écoles fictives, des hôpitaux fictifs, des professeurs fictifs, et l'argent allait soit dans la poche des uns et des autres, soit dans les zones où c'était sous contrôle des talibans, les talibans prenaient leur part. Ça, c'est pas un secret de polichinelle. Donc, il y a eu des graves erreurs commises. Donc, maintenant, quelle est la chose que les Nations Unies dans son ensemble et les organisations humanitaires, y compris l'OHCR, doivent faire? Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour l'OHCR. J'estime que les organisations humanitaires dans son ensemble, l'OHCR, l'UNICEF, l'OPAM, le WHO, sont des organisations nobles. Ils font des travaux remarquables. Mais le peacekeeping est aussi quelque chose de très louable. J'ai travaillé avec le DPKO, je sais combien les gens travaillent d'une manière acharnée. Il y a des milliers d'hommes et de femmes au sein des Nations Unies qui font un travail formidable. Mais il y a quelques-uns au niveau de la direction, au niveau des dirigeants, qui gâchent tout. Vous savez, certains dirigeants à New York que je connais, ils sont là depuis 25 ans. Ils sautent d'un poste à l'autre. Il y a comment on appelle ça, sclérosis. Il y a une déconfiguration. Vous ne pouvez pas rester dans une position dirigeante pendant 25 ans, sauter d'une position à l'autre. Et souvent, ce sont des gens qui font des compromis, qui sont complaisants à l'égard de certaines injustices, tout simplement parce qu'ils ont besoin de vote ou ils ont besoin d'approbation. Mais il faut que les Nations Unies fassent un bilan. Il faut que les Nations Unies fassent l'audit de ces actions, mais pas par ses employés. Je connais le système interne des Nations Unies. Il n'y a jamais de résultat. Il faut que cet audit soit fait par ceux qui critiquent les actions des Nations Unies. C'est en écoutant ceux qui vous critiquent que vous pouvez avancer, que vous pouvez améliorer votre performance. Ce n'est pas avec ceux qui vont vous glorifier. Non, c'est pas avec eux que vous pouvez changer les choses, que vous pouvez améliorer les choses. J'espère que les Nations Unies vont faire l'audit de leurs actions dans son ensemble et que chaque organisation doit faire l'audit, mais par des organes internes, par des personnalités externes, pas par des organes internes, mais par des personnalités externes qui critiquent, qui ont un œil critique ou qui ont des yeux critiques. Il faut que les Nations Unies aient le courage d'être transparents et de publier le résultat et de vraiment pénaliser les dirigeants qui ont commis ces grosses erreurs. Vous pouvez imaginer le budget de certaines organisations individuelles dépasser des milliards de dollars par année. Alors, où est parti cet argent? D'après ce qu'on voit, ça n'a pas été entièrement dépensé dans le pays. Donc, je crois qu'il y a une chose à faire. Après, je dirais que les Nations Unies ont un rôle très important à jouer dans l'avenir de l'Afghanistan, mais en se regardant dans le miroir et en corrigeant les erreurs qui se sont passées, non seulement pour l'Afghanistan, mais aussi pour d'autres pays. Vous savez, moi j'ai travaillé 25 ans avec les Nations Unies, en Afrique, en Europe, en Asie. Je connais bien comment le système marche et comment les dirigeants agissent. Et ça, je crois qu'à un moment donné, comme dans un gouvernement, comme dans une entreprise, les personnes incompétentes, les personnes fautives doivent quitter. Et il y en a beaucoup
dans cette organisation qui doivent quitter, même actuellement, si ce n'était pas hier. Monsieur au travers. Oui, alors évidemment, on a parlé de l'Organisation des Nations Unies et puis des différentes agences, des différents programmes. Alors, je ne vais pas revenir sur ces points. Oui, toute organisation a besoin de critiques salutaires et de réformes, ça me paraît évident. L'ONU a traversé une période de réformes très importante au début des années 2000, et puis bien sûr, il y aura d'autres réformes qui seront nécessaires. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas uniquement la problématique de la communauté internationale et ce n'est pas uniquement la problématique de l'Organisation des Nations Unies en tant que telle. Et je pense que les différents acteurs doivent aussi faire une certaine introspection. Je pense en particulier, pour prendre un autre exemple, au sein de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, là, clairement, il va y avoir des conséquences à la fin de cet engagement très, très important en Afghanistan, des pays de l'OTAN. C'est pas que le Canada, les États-Unis, l'Allemagne et quelques autres, puisque vous avez des troupes qui venaient de Hongrie, vous aviez les États baltes qui ont projeté des forces aussi en Afghanistan. Donc, au sein de l'OTAN, il va y avoir un débat, ce débat sur ce qu'on a appelé à la fin des années 90 le Global NATO. Est-ce que vraiment c'est la mission, c'est la vocation de l'OTAN de projeter des forces à travers le monde de cette manière-là? Eh bien, je pense que aujourd'hui, les critiques internes à l'OTAN, les voix au sein de l'OTAN peuvent affirmer que majoritairement il va y avoir un consensus contre cette projection de force très au-delà, on va dire, de la région de l'Atlantique Nord, puisque c'est quand même cela, le mandat de l'OTAN. Donc ça, c'est un premier point. Donc il y aura des transformations dans d'autres organisations, comme par exemple au sein de l'OTAN. Et ça va avoir par effet de levier des conséquences stratégiques internationales. C'est que pendant une période de 10-15 ans, on a beaucoup parlé de contre-insurrection, d'opérations de nation building. Alors il faut être clair, aujourd'hui au sein de l'OTAN, on ne parle plus de ce type d'opération. On est revenu à des concepts de défense territoriale, de défense contre des menaces conventionnelles ou des armements, des forces armées et des conflits à haute intensité. Donc on parle là très clairement de la Russie. Donc il y a un changement stratégique qui est en train de s'opérer en Europe, et un des facteurs de cette transformation stratégique en Europe, eh bien, c'est précisément cet échec perceptible en Afghanistan. Et même si on prend uniquement en termes de politique américaine, quelles seront les conséquences de ce retrait des forces militaires américaines et OTAN en Afghanistan, eh bien, il y aura des conséquences sur la stratégie américaine vis-à-vis d'acteurs principaux et de régions principales. Jusqu'à maintenant, les Américains se sont beaucoup intéressés à l'Asie centrale, se sont beaucoup intéressés aux pays du Golfe, et donc ont mené des opérations de très grand calibre, de très grande dimension, et sur des décennies dans ces régions-là. Eh bien, on sent, on pressent, on constate un revirement stratégique américain vers une opposition plus systématique à la Russie d'une part et de plus en plus à la Chine. Donc, les États-Unis, comme ces pays que je viens de citer, Russie et Chine, se sont embarqués dans une nouvelle course à l'armement, donc une nouvelle hausse des dépenses militaires. Donc, si j'ose dire, la fin des opérations de l'ISAF en Afghanistan, c'est aussi la fin d'un cycle où le nouveau départ d'une course à l'armement mondiale et d'une nouvelle confrontation entre superpuissances ou entre puissances régionales. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Très bien, merci infiniment, Monsieur Saber Azam et Monsieur Vautravers, de votre disponibilité, d'avoir participé encore une fois pour le Forum Venoge. Merci encore infiniment. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à tout bientôt. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéoconférence. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne. En attendant, portez-vous bien et à bientôt pour un prochain événement.